Pour la diversité et l'inclusion économique, le mouvement est lancé. Ensemble, nous agissons déjà pour une cause créatrice de valeur. Ensemble, nous avançons. Mais nous voulons aller plus loin. Plus vite, plus haut. En 2022, le sommet de l'inclusion économique sera placé sous le signe de l'impact. Impact pour faire bouger les lignes. Impact pour faire changer les mentalités. Impact pour transformer notre société durablement. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Pour Mohamed, Awa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises. Puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation. Puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Awa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise, que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. Arrêter de juger sur le physique. Je pense qu'une entreprise devrait aujourd'hui s'informer à travers des formations, peut-être pour savoir qu'est-ce qu'il lui faut dans son entreprise. Pour essayer de mettre en place des choses qui pourraient aussi aider les salariés de l'entreprise. Ce qui sera intéressant, c'est de demander des CV où, par exemple, on envoie un cas pratique. Donc les gens vont juger sur ce qu'on a envoyé comme travail. Et on pourrait mettre, à la place de mettre des photos, on pourrait mettre des emojis. Mon idée, du coup, ça serait que les entreprises mettent en place des CV anonymisés, donc par exemple sans photo et sans nom, et basés du coup exclusivement sur les compétences des candidats. Une des actions prioritaires, ce serait sur le recrutement. Par exemple, je sais qu'en France, il y a beaucoup de CV qui se font sur le sexe, l'adresse et les photos des gens. C'est fédérer tout le monde autour d'un même sujet et de comprendre ce sujet, parce que je pense qu'il faut d'abord comprendre avant d'agir. Ouais, voilà, et parce que si on agit sans comprendre, on agit mal. Et du coup, c'est peut-être au cours de formation, de démonstration, aller peut-être dans des entreprises ou voir des cas d'entreprises où ça marche déjà. Voilà, peut-être se dire, écoutez, ça marche, donc pourquoi nous on n'essaierait pas de l'autre côté, quoi. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui m'anime à titre personnel et professionnel, qui est l'inclusion dans la tech. J'agis pour une tech plus inclusive. Alors, je vais poser le décor pour que ce soit absolument clair pour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de 80 000 talents manquants dans la tech. C'est un chiffre de Pôle emploi qui date de 2019 et qui nous montre à quel point ces entreprises elles ont du mal à recruter lorsqu'il s'agit de compétences tech. Et paradoxalement, on parle aussi de métiers où il existe des discriminations. Je vais en reparler juste après. Il y a ce deuxième chiffre que je voulais vous citer en intro, c'est celui des 1,7 million de personnes qui vont être attendues dans ces métiers d'ici 2030. Donc c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, qui est en pleine transformation. C'est toutes les entreprises sont dans cette logique de transition numérique. Il leur faut des bras, des cerveaux. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que les métiers du numérique ne sont pas très inclusifs. Je parle déjà pour vous, mesdames, qui êtes très absentes, mais en particulier aussi de personnes diverses, qu'elles soient en situation de handicap, qu'elles soient originaires des quartiers, des zones rurales et bien d'autres. Alors, comment attirer des talents différents vers ces métiers ? Comment rendre ces métiers encore plus inclusifs et surtout, comment on peut y parvenir ? Je donne des idées comme ça, hein. Évidemment, elles sortent du chapeau. Est-ce qu'on ne transformerait pas un peu les grilles de recrutement des entreprises ? Est-ce qu'on ne ferait pas un peu plus de collaboration publique-privée ? Est-ce qu'on ne mesurerait pas les avancées ? Et vous allez voir, j'ai plein d'experts à mes côtés, donc ça c'est chouette. Et surtout, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu plus l'enjeu de diversité et inclusion au top de la stratégie de l'entreprise ? À mes côtés, j'ai deux femmes incroyables que je respecte beaucoup pour leur parcours et ce qu'elles font au quotidien. Samia Gozlan, vous êtes directrice générale de la Grande École du Numérique. Et Dominique Crochu, vous êtes cofondatrice de la plateforme Mixity. Et enfin, on a quand même le quota, un homme à la table. Jean-Christophe Vidal, vous êtes directeur général de Connexio. En un mot, juste pour que tout le monde puisse saisir ce que c'est, ce que vous faites. Jean-Christophe, je te laisse démarrer. Qu'est-ce que Connexio ? Alors Connexio, c'est un organisme de formation associatif qui forme sur le numérique. On est reconnu d'intérêt général et on amène des personnes qui sont sans emploi, quelles qu'en soient les raisons, à se former pour exercer soit dans la tech, soit dans n'importe quel métier qui nécessite un minimum de numérique. Combien de personnes formées depuis que vous existez ? Un peu plus de 4500 maintenant. Ça s'applaudit. C'est quand même pas mal. Qui dit plus ? Ou qui se taisent à tout jamais. Samia. Pardon, oui. Et donc, je dirige la Grande École du Numérique, qui est une initiative justement publique-privée assez innovante qui a démarré en fin 2015 et qui a la particularité d'avoir structuré un réseau de formation numérique inclusif et qui a formé depuis son démarrage plus de 39 000 personnes. On est fiers d'avoir Connexio dans notre réseau et d'autres, bien entendu. Et on est particulièrement vigilants au profil que nous formons, puisque nous avons un public que nous ciblons, qui sont bien entendu les personnes peu pas qualifiées, qui ont un parcours heurté scolaire ou universitaire, les femmes qui sont sous-représentées dans le numérique et les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je vous donnerai quelques chiffres peut-être tout à l'heure pour vous rendre compte que fixer des objectifs chiffrés peut aider. Mais un chiffre. Alors un chiffre, j'ai déjà donné plus de 39 000 personnes formées depuis. Alors sinon, peut-être oui, dire que voilà... 3 alors. Non, c'est mort. J'ai dit qu'on présentait rapidement, mais on y revient, Samia. Non, mais parce que j'ai que des gens bavards à mes côtés, donc je leur ai dit, c'est une phrase, une question, une réponse. C'est toi qui me relance. Oui, c'est vrai. Allez, c'est de ma faute. Dominique, c'est à toi l'honneur. Bonjour à tout le monde. Mixity, c'est une solution RH de mesure de la diversité et de l'inclusion, parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser, et c'est ça l'intérêt. Sur 5 dimensions majeures, l'égalité femmes-hommes, le handicap, le multigénérationnel, multiculturel et l'inclusion des LGBT, à la fois pour les organisations comme les entreprises et très vite, bientôt, les écoles. Excellent, merci Dominique. Je vous ai préparé un petit chiffre cet été avec Diversity Days. Donc moi, je suis délégué général de Diversity Days, une asso d'égalité des chances qui œuvre pour plus de diversité dans la tech. Et donc, j'ai la chance depuis maintenant 5 ans de faire ce métier et surtout d'accompagner plein de talents très différents à aller vers ces métiers. Donc, j'en connais un rayon sur les blocages. Il y a un chiffre qu'on a sorti donc l'été dernier pendant le Vivatech, lorsque la tech battait son plein à Paris. C'est le chiffre de 39%. 39%, c'est le chiffre qui était déclaré par les personnes qui ont cherché un emploi dans la tech, avoir été victimes de discrimination à l'embauche. Ce chiffre nous a un peu, a fait la une des Échos, nous a un peu alertés, parce que du coup, voilà,
je le disais, il y a un paradoxe qui s'inscrit dans la tech. C'est d'un côté tous les appelés, les 80 000 talents manquants, et de l'autre, finalement, des talents victimes de discrimination. Donc finalement, il y a cette espèce d'appel d'air, mais où finalement le diplôme, alors je ne vais pas trop rentrer dans le débat, c'est vous qui allez me le dire, mais le diplôme peut peut-être être un frein, peut-être l'âge. En tout cas, les deux critères, nous, qui avaient été évoqués comme les principaux freins, c'était l'âge et le niveau de diplôme. Des gens qui s'autocensurent, qui disent je n'ai peut-être pas ma place, j'ai plus l'âge, j'ai peut-être pas le bon niveau de diplôme. Messieurs, dames, je vous ai demandé à chacun de me préparer un chiffre, que j'ignore d'ailleurs. Qui est-ce qui veut démarrer sur... Comme ça, on pose un peu le décor aussi pour notre public, pour qu'ils comprennent bien l'enjeu de l'inclusion dans la tech. Samia ? Donc un chiffre, pour moi, c'est le chiffre de manque de talent. Donc là, c'est le manque de talent dans la tech qui, au lieu de, depuis 2015, qu'on offre soi-disant à rendre une tech plus inclusive, à former le maximum de personnes, puisqu'il y a eu le rapport de France Stratégie 2015 qui disait 50 000 talents non pourvus et une projection à presque 200 000 en 2022. On est en 200 000. On est en 2022, on a plus que 200 000 personnes qui manquent dans la tech. Et donc, voilà, cet écart se creuse et on n'arrive pas à y répondre. De mon côté, 17%. 17%, c'est le nombre de femmes qui travaillent dans la tech. C'est extrêmement peu. Mais le pire, c'est que ce chiffre est en déclin. Il diminue, alors même qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Donc ça doit nous inciter vraiment à agir différemment pour pouvoir relever ce chiffre. Dominique. Puisqu'il s'agit aussi de France, mais d'Europe, moi, je me suis intéressée à une donnée qui a été faite sur 10 ans, sur des milliers de cofondateurs et des milliers de start-up. On arrive malheureusement à un chiffre très petit, puisque 13% pour une femme cofondatrice, donc c'est dire le chemin qu'il y a encore à faire, et quand même dire aussi 12% pour un cofondateur de minorité ethnique. Donc vous voyez tout le chemin qu'on a à faire aussi dans l'entrepreneuriat de la tech. Ce que j'aime bien dans ce sommet, c'est qu'on va mettre des mots sur les mots, en particulier aussi sur les questions sociales, ethniques. On ne va pas avoir de langue de bois, on va parler aussi des talents des quartiers et tous ceux qui manquent à l'appel, qui devraient normalement être dans ces talents. Dominique, je vais démarrer avec vous. Ça veut dire quoi aujourd'hui être plus inclusif, et en particulier pour une entreprise, vous qui êtes experte de la mesure ? Alors, je pense qu'il y a à la fois, bien sûr, le recrutement, on en parle beaucoup dans ce sujet d'aujourd'hui du sommet de l'inclusion, mais il faut aussi avoir des managers aussi inclusifs à l'intérieur de l'entreprise, parce que évidemment que tous les jours, l'inclusion, c'est un sujet. Accepter les différences, et on n'est pas... Le mot différence, des fois, il est pris comme une soustraction, il faut aussi le savoir, alors que je pense que si on est autrement, ça, c'est très intéressant. Donc, il faut aussi former les managers et avoir aussi cette idée de recrutement plus inclusif. Donc en fait, être plus inclusif, ça veut dire d'abord former ses équipes, ça veut dire que dans les talents qui manquent, aujourd'hui, on peut peut-être considérer que le frein, c'est des freins humains, des gens qui vont parfois peut-être discriminer sans se rendre compte. Alors il y a des discriminations voulues, soyons clairs, on ne veut pas de tel ou tel type de personne dans l'entreprise, c'est informel, mais on le fait. D'ailleurs, il y a des experts là-dedans, c'est les comment on appelle ça, les agences immobilières. Les derniers chiffres laissent un peu sans voix. Mais dans l'entreprise, ça veut dire former ses équipes. On parle de biais cognitifs. J'imagine que la plateforme Mixity aide aussi à repérer cela. Oui, effectivement, on mesure effectivement la formation effectivement des managers, c'est très important. Nous avons tous des biais, il faut être extrêmement modeste. Alors, la discrimination, c'est peut-être plutôt l'idée d'être volontaire, c'est plutôt une action volontaire, ou des fois involontaire, mais en tout cas, les biais et les stéréotypes, on en a tous. Par exemple, on parlait de l'âge, moi je n'ai que 71 ans et cofondatrice d'une start-up. Bon, ça surprend toujours, alors que ça me paraît naturel. Tous les jours, on a envie de faire ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont plus de 70 ans aujourd'hui, Dominique va animer une masterclass. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, n'est jamais trop tard. Mais pour le coup, c'est une manière aussi de dire que Dominique, tu casses les stéréotypes. Il y a un enjeu de représentation dans l'entreprise, aussi bien sur l'âge que sur les questions sociales, mettre des gens en responsabilité. J'ai l'impression qu'avec la plateforme Mixity, tu parles de cette fameuse empreinte. C'est ça l'objet aussi, de faire prendre conscience aux entreprises que rien que les représentations, par exemple, ça compte, mais pas que. Oui, alors l'empreinte, ça c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur dès le début de la création de Mixity, ça nous tient toujours à cœur. L'empreinte, il y a deux volets pour moi. Il y a le volet déjà, aujourd'hui, on va vous dire, réduisez votre empreinte carbone, diminuez votre empreinte numérique. Et bien, Mixity, c'est l'empreinte sociale. Youpi, on va pouvoir l'augmenter. Celle-là, on peut y aller jusqu'à l'ébriété, on a parlé de la sobriété,
Puis le deuxième volet, là, je trouve que c'est pour les dirigeants d'entreprise. Ce qu'on a voulu faire, en fait, avec cette empreinte, c'est avoir sa marque, son héritage. C'est-à-dire que c'est extrêmement valorisant aussi pour l'entreprise de dire, le dirigeant, je fais mon empreinte et je laisse un héritage, une marque de ce que je fais au niveau social. On sait que dans la RSE, souvent le S est un petit peu le parent pauvre. Ben là, on a une façon de pouvoir la réaliser, l'augmenter et d'aller vers la satiété. On peut continuer avec vous, Samia, aujourd'hui, la Grande École du Numérique qui a formé des milliers d'apprenants. En particulier, l'objectif au départ était quand même de former aussi des talents des quartiers prioritaires de la ville. Il y avait un objectif, c'était 15% de mémoire 15%, donc c'était ambitieux, parce qu'on sait que chaque école devait avoir à minima ce type de recrutement dans ses équipes, des zones rurales aussi. Comment on explique la difficulté de certains à trouver un emploi malgré cette compétence tech ? Alors, en fait, nous, on a deux difficultés. C'est attirer les personnes dans les formations, parce que tout le monde ne se projette pas dans le numérique qu'on entend partout, avec le côté un petit peu tech, un petit peu école d'ingénieur, école de commerce qui crée des startups. Alors qu'en fait, on a besoin de talents opérationnels, pas forcément des bacs plus 5. Donc, comment attirer les personnes à aller vers des formations numériques qui sont porteuses d'opportunités professionnelles, qui permettent d'avoir des postes intéressants, qui permettent d'avoir des salaires intéressants. Et la deuxième difficulté, c'est comment faire en sorte qu'une fois qu'on les a formés, alors qu'ils viennent de parcours divers, heurtés, atypiques, les entreprises s'ouvrent à la diversité du recrutement et acceptent ne serait-ce que de les recevoir ou recevoir leur CV. Donc, deux difficultés. Donc, attirer les personnes dans les formations et faire en sorte que les entreprises jouent le jeu. Donc, comment on a fait ? D'abord, on a fixé des objectifs. Parce que si, comme le dit Dominique, si on ne mesure pas, voilà, on peut pas progresser. Les objectifs en termes d'inclusion générale, pour nous, c'est les femmes. Donc, 30% de femmes. Des personnes peu pas qualifiées ou recherche d'emploi, qui ont eu une première année d'université qui sont arrêtées, qui n'ont pas eu leur bac, qui ont eu leur bac, qui ont eu une formation en littérature, mais qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est tech. Donc vraiment des personnes de différents parcours. Et le troisième, c'est les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il n'y en a pas partout en France, donc on a rajouté les zones rurales, et donc on a un objectif de 15%. Donc on va dire 5 ans, 6 ans après, on est quasiment dans les clous, plus que dans les clous, sauf pour les femmes. Donc, on est presque à 52-55% de personnes peu pas qualifiées en recherche d'emploi. On est bon, on voulait la moitié. On est à 20% de personnes résidant dans les QPV et on est à 25%, 26% de femmes. Mais on a formé des milliers de femmes, donc on a formé beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, comment on fait pour que les entreprises les recrutent ? C'est vraiment les inclure dès le début dans le parcours de formation. Les inclure pour concevoir, pour aider à faire ce parcours qui répond aux besoins des entreprises. Les faire intervenir dans les formations. Je pense que Connexion va pouvoir le dire parce que c'est eux qui sont aux manettes. Les formations, c'est pas nous. Nous, on donne des guidelines, des best practices. On fait émerger une communauté de formation numérique inclusive qui partage des bonnes pratiques. Et puis aussi travailler sur un apprentissage innovant, par le faire, par le pair, par un mode projet, avec des évaluations qui se font par des experts, par des compétents. Et puis, in fine, les stages. Donc là, pareil, pour faire les stages, peut-être accompagné avant par un mentor ou un tuteur d'entreprise, jusqu'à, bien entendu, l'insertion professionnelle. On a 72% de sorties positives, ce qui est énorme, énorme. C'est-à-dire que 72%, ça veut dire que la personne n'est plus à Pôle emploi. Soit elle est en CDI, CDD, soit elle a créé son propre travail. Il y a beaucoup de freelancing, mais pas beaucoup, il y en a, voilà. Et puis soit elle est en poursuite de parcours pour obtenir une formation encore plus qualifiante. Et maintenant, toutes nos formations sont certifiantes. Donc la question du diplôme, elle est moins problématique pour nous qu'au début, parce qu'au début, effectivement, les entreprises disaient c'est quoi ton diplôme ? J'ai fait une coding school de 9 mois. Là, maintenant, j'ai fait une coding school de 9 mois. J'ai un titre RNCP niveau 5, voilà, ou niveau 4. On reste dans quelque chose où il faut que ce soit certifié pour l'entreprise. Il faut qu'il y ait le tampon. Tu as donné des exemples très concrets de comment on a tiré des talents différents. Et aujourd'hui, quel type d'opération mène la GEN pour permettre finalement à ces talents de trouver soit un emploi, soit une sortie finalement professionnelle à l'issue. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous entendent ou nous regardent en ligne et qui cherchent à recruter, comment on recrute les talents de la GEN ?
Alors, en fait, pour la partie, on va dire, attirer les talents dans les formations, on a plusieurs événements, dont l'événement phare, il vient de finir, vendredi dernier, c'est la semaine nationale du numérique, c'est Open Gen, grande école du numérique, c'est Open Gen. Donc, on a eu des milliers de manifestations partout en France, à la fois en ligne et en présentiel, des ateliers pour apprendre ce que c'est le code, des webinaires pour comprendre ce que c'est les métiers de la tech, des échanges avec des anciens apprenants pour qu'ils expliquent à ceux qui sont intéressés comment se passe leur apprentissage, des entreprises qui éventuellement expliquent aussi leurs besoins. Alors tout ça est pour nous très important parce que ça permet de manière nationale de faire émerger l'offre de formation numérique inclusive que nous portons, mais là on a inclus aussi d'autres formations, et puis aussi de se dire, ce sont des métiers porteurs d'opportunités. Pourquoi vous allez vous priver d'un métier qui évolue, qui est intéressant, qui va vous permettre de vous insérer professionnellement? On a aussi au niveau plus local ce qu'on appelle les Genius Tours, donc beaucoup de jeunes, parce que tout simplement c'est vraiment un niveau local où on a 3-4 formations avec des acteurs locaux, associatifs, des missions locales qui vont accueillir des futurs apprenants pour expliquer les métiers, leur faire rencontrer d'autres apprenants. Et donc ça aussi, ça marche très très bien. Ça, c'est pour attirer les talents. Après, on participe parfois à des salons avec une marque ombrelle, c'est-à-dire qu'on a la grande école du numérique avec 15-16 formations labellisées, ça dépend de la région. Pour que les entreprises les recrutent très rapidement, on travaille avec un job board. Vous le connaissez peut-être parce que c'est celui de Mosaïque RH, diversifier vos talents. Nous, on est sur le volet numérique. On a qui s'appelle Mosaïque Talent depuis quelques jours. Voilà, Mosaïque Talent depuis quelques temps. Voilà. Donc, Mosaïque Talent. Donc là, en fait, nous, on est sur le côté numérique. On a embarqué les entreprises pour qu'elles acceptent, ne serait-ce avec leur propre outil de recrutement. C'est très technologique, mais bon, qu'elles acceptent de regarder les CV des personnes qui sortent de nos formations et qu'elles les regardent avec une ouverture, c'est-à-dire qu'elles regardent les compétences et qu'elles regardent les possibilités que ce jeune qui ou moins jeune. Je pense que tu prêches pour moi un converti, mais aujourd'hui, il faut qu'on mise davantage évidemment sur les compétences plus que le diplôme. Je me bats au quotidien avec des entreprises pour qu'elles aient d'autres grilles de lecture. C'est vrai qu'on reste quand même figé sur le CV, le Bac+5. On va en parler avec vous, Jean-Christophe. Peut-être, j'avais envie, je fais un pas de côté, Samia, par rapport à ce qu'on s'est prévu ensemble, mais on parle de jungle de la French Tech. Moi, j'aime bien parler de la jungle de la French Tech. On parle d'une famille de 800 métiers, donc il y a de quoi se paumer quand on cherche à se reconvertir professionnellement. Vous avez, côté de la Gênes, sorti une plateforme qui permet d'y voir clair sur toutes les formations. Comment, pour ceux qui auraient envie, là, il y a des gens qui veulent se reconvertir vers les métiers de la tech aujourd'hui, à main levée, comme ça? Personne, génial, merci de m'aider. Pour relayer la formation. J'aurais pu faire semblant. Oui, et comment s'appelle cette plateforme? En fait, depuis le début, on a beaucoup travaillé pour comprendre à quoi nous formons. Donc, on a travaillé sur une cartographie des métiers. Donc, c'est très important quand on est un jeune ou un moins jeune et qu'on veut se former à un métier numérique. C'est quoi un métier numérique? Donc, nous, on est parti sur vraiment une logique de data intégrative. C'est-à-dire, on a regardé cette offre de formation, on l'a cartographiée. Là, on est sur 7 familles de métiers, des sous-familles, 150... Tout ça, c'est sur le site. Donc, cartographie des métiers du numérique, vous avez vraiment quelque chose de très précis qui va jusqu'aux fiches métiers. Donc, ça peut intéresser. Et on a même fait un tableau des soft skills, c'est-à-dire en fonction de nos propres soft skills, quel que soit votre parcours, quel que soit le métier que vous avez exercé, on vous donne les soft skills qui pourraient être intéressants pour vous si vous allez vers un métier de la tech. Donc voilà, si vous voulez être testeur, c'est plutôt peut-être de la rigueur, de la concentration, de la persévérance, etc., etc. C'est les principaux soft skills. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé qu'on n'est pas créatif quand on est testeur. C'est juste que si vous êtes testeur, vous avez intérêt à avoir une grande capacité de concentration, et voilà. Et à côté de cela, on a mappé donc l'offre de formation numérique en France, tout en France, c'est-à-dire, et on est parti de 30 000 formations, et sur les 30 000, on est arrivé à 16 000, et sur ces 16 000, on est sans rattacher à la carte, au métier. Donc là, vous avez un bon moteur de recherche intelligent qui vous mettez en langage naturel, vous mettez ce que vous voulez, et vous avez les fiches, vous avez l'offre de formation, 16 000. Et le dernier volet, c'est les besoins de compétences, et ça, je vous tease parce que ça sort la semaine prochaine. On aura une carte de France avec l'offre de formation, et à côté, les offres d'emploi. Et on est parti avec une start-up qui s'appelle Trouve ta voie, avec plusieurs milliers d'offres d'emploi qui consolident les job boards. Et donc là, on va pouvoir voir les
les trous dans la raquette à un niveau local, l'offre de formation, les besoins de compétences des entreprises. Ça serait quand même bien de former, je sais pas, à Saint-Etienne, notre technicien de réseau, parce qu'on tire de la fibre et qu'on n'a qu'une seule formation. Et tout ça, c'est le service public, donc je pense que ça s'applaudit quand même, ce travail de fond. Merci. Bravo Samia. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté pour des gens qui ont envie de se reconvertir, c'est de trouver la bonne formation au bon endroit, qui est prise en charge potentiellement par le Pôle emploi, etc. Jean-Christophe, vous êtes directeur général de Connexion, on le disait tout à l'heure, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous formez 4500 personnes depuis maintenant, 5, 6, 7 ans 7 ans 6 ans. 6 ans. Des talents. D'où ils viennent ces talents? C'est quel type de talent? Parce qu'on va parler beaucoup de talents aujourd'hui, mais je crois qu'il y a aussi pas mal de personnes aujourd'hui qui sont sous-représentées. Lesquelles? Oui, alors c'est une grande diversité. Bon, c'est des personnes qui sont demandeuses d'emploi, mais derrière ce terme très générique, évidemment, on va avoir des jeunes qui ont décroché au moment de leur scolarité et donc qui peuvent se retrouver depuis 2-3 ans en fait sans véritable perspective. On va avoir des résidents de quartiers prioritaires de la politique de la ville, des personnes également qui sont en reconversion, qui ont pu démarrer leur carrière dans un domaine et puis là qui ont envie de passer à autre chose. On va avoir également des personnes qui se sont jamais trop posé la question de savoir si la tech pouvait les intéresser, mais qui un jour en fait ont pu voir soit sur des réseaux sociaux ce qui pouvait se faire par différents acteurs, dont la Grande École du Numérique ou d'autres acteurs de la tech, et qui se disent ah bah tiens, finalement ça peut m'intéresser. Et le plus souvent, on a affaire à des personnes qui ont vu, qui ont testé des choses sur le numérique, donc qui ont réussi dans leur coin à faire 2-3 choses et qui ont envie en fait d'aller plus loin. Là où c'est parfois compliqué, c'est qu'évidemment, quand on est éloigné de l'emploi depuis plusieurs années, souvent on a oublié ou on n'a pas acquis un certain nombre de réflexes. Et notamment, ce que disait Samia à l'instant sur en effet tous ces soft skills, ces compétences relationnelles, comportementales, parfois c'est compliqué. À cela peuvent s'ajouter parfois des situations de handicap qui font que lorsqu'on doit amener les personnes vers non seulement les formations, mais derrière les métiers, parce que nos formations, elles n'ont strictement aucun intérêt si elles ne débouchent pas derrière sur un métier, c'est un ensemble en fait de compétences mais aussi de savoir-être qu'il va falloir développer. Les talents que tu accompagnes sont aujourd'hui finalement des personnes qui parfois ce qu'on appelle infra-bac, et donc pour lequel ça va être le premier diplôme, la première certification. Pourtant, on est encore malheureusement en France bloqué sur le fameux Sésame Bac+5, qui est presque un niveau de blocage. Moi, je le vois au niveau des cabinets de conseil, des ciblés, eux, particulièrement, mais ils me disent, mais oui, mais c'est nos clients qui nous contraignent à prendre des Bac+5. Je dis, mais alors, on ne parlait plus de pénurie de talent, parlait de pénurie de Bac+5. Mais donc, comment aujourd'hui, vous allez voir ces entreprises en leur demandant de changer de grille de lecture? C'est quoi le remède? Alors en effet, nous, les infra-bac chez Conexio, c'est à peu près 40% de nos effectifs. Comment on fait ça? D'abord en allant voir les entreprises. Je pense que le plus important, souvent très clair, c'est que les entreprises, en effet, manquent de talent. Il faut aller les voir de manière à comprendre précisément de quoi elles ont besoin et de manière à dépasser justement ce sésame du Bac+5 qui ouvrirait toutes les portes. Donc d'abord aller les voir, comprendre de quoi est-ce qu'elles ont besoin précisément et ensuite nous faire en sorte que dans les formations que l'on propose, évidemment on va mener un titre RNCP, donc il y a, j'allais dire, tout un ensemble de choses qu'il faut qu'on respecte, mais en plus de ça, on peut rajouter des briques supplémentaires. Quand on fait une formation sur le développement web, il y a des problématiques de Green IT qu'on peut intégrer. C'est pas obligatoire dans le titre professionnel. Pour autant, les entreprises en ont besoin. Donc, on va le faire. Lorsqu'on forme des techniciens en système et réseau, la partie cybersécurité, c'est indispensable, mais c'est une petite partie. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de personnes qui ne soient pas que des administrateurs de cybersécurité, parce que ça, il faut un vrai Bac+5, il faut un vrai ingénieur, mais il y a aussi besoin de tout un ensemble de personnes qui soient capables de faire justement des tests d'intrusion. Réaliser des tests d'intrusion, c'est tout bête, sauf que il faut connaître, il faut avoir des compétences techniques, et il faut être en mesure d'appliquer une rigueur qui soit mathématique. Mais ce n'est pas une machine qui peut le faire. Il faut des êtres humains, parce que derrière, il faut tout un ensemble de raisonnements pour pouvoir déceler et pourquoi ça s'est passé. Et voilà, donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est justement système et réseau, on met de la cybersécurité, on insiste dessus, et on fait en sorte d'amener les personnes un petit peu plus loin que ce qui est nécessaire pour obtenir le titre. Et ça répond à des besoins d'entreprise. Voilà, donc ça c'est vraiment... Et puis ensuite, on met nos apprenants en face des entreprises. Voilà, chaque semaine, c'est à minima une entreprise qui va intervenir
pendant une journée, ou 2 entreprises qui vont intervenir pendant 2 demi-journées, plus des job dating, etc. Excellent. Juste comme ça, un test à main levée. Qui considère que le talent ne se réduit pas à un bac+5 à main levée? Ouais, donc on est tous d'accord. Merci. Je vous kiffe en fait. Tout à l'heure, j'étais un petit peu agacé parce que vous ne aviez pas levé la main. Voilà, j'étais sur le point de partir, vous vous en foutez, mais j'avais une clémentine que j'ai très envie de manger. Donc je m'assure juste d'un enjeu de timing. C'est bien à 11h qu'on doit terminer ou à 55? Merci. Comme ça, au moins, on peut continuer à papoter. Chers amis, moi j'avais une dernière question pour vous, Christophe. Quel conseil aujourd'hui vous donnez à ces fameux talents, du coup, qui ne sont pas que des bac+5, que vous accompagnez pour rentrer sur le monde du travail, sur le marché du travail? Comment vous les accompagnez? Alors, première chose que j'ai à vous dire, ou à leur dire, c'est il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut tenter. Il faut tenter l'expérience, il faut tenter l'aventure. Évidemment, on ne va pas nécessairement être pris dans une formation sur la tech, même s'il y a peu de prérequis, de manière systématique. Il faut s'y préparer. Et on a, alors chez Connexio, en fait, une des particularités, c'est qu'on s'est bien rendu compte que tout le monde n'allait pas pouvoir rentrer dans une formation certifiante dès le début. Eh ben, c'est pas grave, on a des formations qui se déroulent avant, de manière à se mettre le pied à l'étrier et puis à pouvoir y parvenir. Ça, c'est la première chose. Et donc, mais il faut vraiment tenter. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et je parle notamment aux jeunes femmes qui sont devant nous. Enfin, voilà, le métier du numérique, c'est des métiers qui sont scientifiques, mais dans lesquels on ne vous demande pas d'avoir une culture mathématique ou une culture en sciences d'ingénierie informatique qui soit dingue. Il suffit simplement de venir avec la volonté de découvrir. Voilà, ça c'est vraiment le point qui est clé. Et ensuite, nous, la manière dont on va vous accompagner, ça va être de faire en sorte de pouvoir monter en compétences techniques de manière extrêmement pratique. Donc c'est des travaux pratiques tout le temps, parce qu'on monte en compétences par étapes. Hein. Il n'y a pas un déclic qui se fait à un instant T. Deuxièmement, travailler sur ses compétences personnelles. Chacun est une pépite. Je ne le dis pas juste pour être gentil ou pour faire le monde des bisounours. C'est juste qu'en fait, on a besoin de révéler ce que chaque personne peut apporter. Et lorsque nous, on voit des personnes qui apparaissent parfois en retrait, très timides, qui parfois ne lèvent pas les yeux lorsqu'on leur dit bonjour et qui arrivent en entreprise parce que, voilà, au niveau relationnel, c'est peut-être pas génial, mais en revanche, elles ont cet état d'esprit au niveau informatique qui va faire que, une entreprise va quand même tester, va quand même tenter la chance, donner la chance à la personne. On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui se révèlent. Ça va prendre parfois un peu de temps, mais ça va réussir. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Ensuite, soyons très clairs, des talents, pour les intégrer dans les entreprises, il faut choisir la bonne entreprise. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui va avoir des difficultés à pouvoir s'intégrer dans une équipe, il vaut mieux l'orienter vers un grand groupe où il y a les possibilités de travailler dans des équipes qui sont plus restreintes ou bien où on a la possibilité de travailler parfois un peu en solo avant de pouvoir se mettre dans un plus grand groupe. En revanche, pour des personnes qui vont avoir beaucoup de bagou, on va pouvoir les mettre dans des entreprises qui vont être plus petites. Et même si ces personnes-là ont des compétences techniques a priori moins élevées, on va les amener progressivement à monter en compétences. Et donc voilà, c'est un travail au quotidien avec les entreprises. Oui, on voit que les compétences comportementales vont jouer un rôle important. Je vous ai demandé à tous les trois si vous aviez une baguette magique, quelle serait finalement votre solution pour permettre à une nouvelle génération de talents, donc peut-être moins formatée, de prendre sa place dans des boîtes tech ou dans les boîtes d'aujourd'hui avec cette fameuse compétence tech. Je vous laisse rebondir à votre guise. Alors j'y vais. Tout d'abord, comme on disait, peut-être que soi-même aussi, il faut faire tomber les barrières et les a priori qu'on peut avoir aussi sur l'informatique, sur la tech. Je crois que c'est important aussi, que ce soit quel que soit le profil qu'on ait, on peut trouver des métiers dans la tech. On en a parlé tout à l'heure. Et ce que je trouve intéressant, j'ai envie de parler de ce mouvement Take Your Place, lancé par Mosaïque, justement, la Fondation Mosaïque et puis Diversides, là, pour effectivement aussi acculturer aussi les startups, les entreprises aussi, à plus de diversité et d'inclusion, parce que souvent les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils savent pas par quel bout le prendre en fait, quoi. C'est pour ça que nous on est aussi partenaire Mixity de cette opération, de ce grand programme
en fait inclusif dans la tech, parce qu'il faut faire un état des lieux de ce que vous faites. Il faut évidemment proposer des pistes d'amélioration et des objectifs. On est toujours dans la mesure, toujours l'idée. Et puis aussi, comme on l'a évoqué, avoir cet accompagnement aussi de toutes les strates de l'entreprise et surtout les CIO. Si je pense par exemple à Guillaume Gibault, le slip français, ça a été un des premiers partenaires et ambassadeurs de Take Your Place. La première année, on a travaillé avec lui, son empreinte était dans un score de 45%. On pourrait dire, voilà, c'était pas très bon. Ben non, il ne savait pas, il ne pouvait pas. L'année d'après, 72%. Moi, je parle de score parce qu'on n'est pas dans la bonne ou la mauvaise note. Ce qu'on veut, c'est améliorer les processus et que chacun participe. Et aussi les collaborateurs. On parle beaucoup de l'entreprise en termes de verticalité, mais on peut aussi faire des sondages 100% diversité et inclusion vers les collaborateurs et collaboratrices. Souvent, les entreprises aujourd'hui font, c'est un peu la mode aussi de faire des questionnaires, mais alors on met tout dedans, quoi. L'entrée, la sortie, la cantine et tout ça. Nous, ce qu'on peut aussi prôner, c'est effectivement ce 100% de diversité et inclusion pour savoir quelle perception j'ai, moi, en tant que salarié. Parce que, évidemment, l'entreprise fait quand même quelque chose, mais est-ce que je le sais? Est-ce que je le comprends? Est-ce que je le sais? Et là, du coup, on a effectivement une enveloppe commune à 360 degrés. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Dominique. Vous avez vu que je passe du vous au tu parce que je connais toutes ces personnes, donc j'essaye de rester dans le vous, mais c'était très compliqué. Take Your Place, c'est donc un mouvement en effet qu'on a créé avec la Fondation Mosaïque. Et juste parce que tu parles de Guillaume Gibault, c'est une personne que tout le monde a connu à un moment avec le slip français. C'est ces salariés qui s'étaient grimés. Évidemment, à ce moment-là, un bad buzz sans précédent et normal puisque c'était complètement... déplacé, malvenu, raciste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces boîtes qu'on peut à un moment accompagner pour leur dire, OK, il y a un état de fait, ta boîte, ce sont des clones, tu as pris des gens qui te ressemblaient, tu n'as pas fait forcément ce qu'il fallait, et des gens qui à un moment se muent dans quelque chose où ils comprennent l'intérêt de le faire, non pas pour que la boîte survive seulement, parce qu'il y avait quand même un vrai sujet économique à ce moment-là, mais aussi d'approcher ce genre de dirigeants et de leur dire voilà ce qu'il faut que tu mettes en place. Et la mesure en fait partie, comme la formation des collaborateurs, la prise de position. Et je trouve dans les boîtes tech c'est encore mou, c'est encore lent. Et avec Mosaïque, on travaille au quotidien. Désolé, je me transforme en Arlette Laguillet là, mais c'est encore très, très... Pour ceux qui ont la ref, parce que pour le coup, c'est un peu... travailleurs, travailleuses. Non, mais il y a un vrai sujet de dire comment ces patrons et patronnes de la tech prennent le sujet à bras-le-corps, comment on fait en sorte que cette diversité des talents soit pas qu'une espèce de promesse en l'air, mais que derrière elle s'accompagne de prise de décision, de transformation, que les collaborateurs ressentent aussi que, en fait, peu importe leurs différences, ils ont leur place et de la dignité. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez. Il y a un nombre de collaborateurs qui se sentent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des micro-agressions, du racisme ordinaire, des petites piques. Voilà, tiens, j'ai entendu ça à la machine à café, je suis la seule personne racisée de la boîte ou je suis la seule personne LGBT. Tiens, j'ai rien osé dire. Et donc voilà, ce qui crée en cascade des gens qui n'ont plus envie de travailler dans l'écosystème. C'est ça qu'il faut rappeler aux boîtes tech et aux startups aussi qui nous écoutent, c'est qu'à force d'avoir ce côté un peu clonique, il y a tout un tas de gens qui se présentent plus à la porte. Donc soit on corrige, et on fait rentrer les talents de Connexio, de la grande école du numérique, soit on ne corrige pas, et auquel cas, moi j'accompagne ce monde parallèle des entreprises de la tech qui viennent des territoires, et on voit bien qu'ils font leur propre écosystème aussi. Voilà, il y a le sujet de la levée de fonds derrière, mais je pourrais y passer des heures. Samia, baguette magique, qu'est-ce que vous faites? Alors, deux choses pour ceux qui n'osent pas franchir le pas. C'est vraiment oser, parce que tout à l'heure, ce matin, j'écoutais la radio, il y avait la première mathématicienne qui rentre au Collège de France, qui a le prix Raymond Poincaré, donc une jeune femme de 45 ans, qui a fait sa leçon inaugurale sur l'erreur. Donc, le fait de pouvoir oser, pourquoi? Parce que même si on se trompe, c'est pas grave. On aura appris quelque chose. Donc, en France, on a beaucoup de problèmes avec l'échec. Et on a beaucoup de problèmes pour donner ce petit truc. Allez, vas-y, même si tu tombes, c'est pas grave, tu vas te relever. Tu vas te relever. Donc, pour les jeunes ou les moins jeunes ou ceux qui s'intéressent à ce secteur, qu'ils osent. Et pour les entreprises particulièrement, c'est vraiment qu'elles s'ouvrent à la diversité de recrutement en misant sur un potentiel. On n'est plus sur un monde où on signe un contrat à durée indéterminée jusqu'à la vie à la mort avec une entreprise. Donc si on est sur un potentiel, on fait un bout de chemin avec ce moins jeune ou ce jeune.
On le recrute sur ses compétences, on les a testées, donc l'approche par les compétences, je ne reviens pas là-dessus, mais après on recrute sur un potentiel. Et ce potentiel, c'est un bout de chemin, je vais vous aider à grandir, et en même temps, vous allez me rendre service parce que vous allez m'aider à grandir mon entreprise. Et pas seulement du plug and play, comme je recherche toutes les startups. On fait confiance, on fait grandir. Jean-Christophe, mot de la fin. Avant de prendre des questions, vous avez vu, on a gardé 4 minutes pour vous. Jean-Christophe, si c'était efficace, ils ont leurs questions. Alors, deux choses avec ma baguette magique. La première, faire en sorte que tous les jeunes s'intéressent aux sciences, s'intéressent à la tech, parce que c'est quelque chose qui illumine en permanence votre quotidien une fois que vous êtes plongé dedans. Et une initiative pour pouvoir le faire, ça s'appelle Take Your Job. C'est presque comme Take Your Place. On a monté ça avec la Fondation Mosaïque, avec Diversity Days et donc Connexio. On a lancé ça il y a un peu plus de 6 mois maintenant, et ça permet de se former justement au digital, d'une part, et d'autre part, de rentrer dans un parcours d'accompagnement avec les équipes de Diversity Days et les équipes de la Fondation Mosaïque pour pouvoir aller jusqu'à l'emploi. Voilà, donc c'est à la fois une volonté, un vœu que j'ai, et en même temps le moyen de pouvoir le réaliser, parce que voilà, il faut y croire, et moi, voilà, c'est mon quotidien. Merci Jean-Christophe, et ça fait le pont entre ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire la capacité à s'informer sur les métiers, à se former et à s'insérer. Je trouve que c'est un bon leitmotiv. On a 3 minutes, 3 questions, donc 30 secondes de questions max, 30 secondes de réponse max. Monsieur, je vous en prie, vous avez le micro. Bonjour, je m'appelle Christian Massogi, donc je suis entrepreneur sur la tech, justement, dans les écosystèmes mobiles. Ma question, elle est au niveau aussi du financement, parce qu'on sait très bien que les jeunes ont besoin de se représenter aussi au travers des entreprises dans lesquelles ils vont. Donc, s'ils ne se voient pas dans, pas les élites, mais en tout cas ce niveau de réussite, ils ne se projettent pas non plus. Donc, est-ce que dans vos différentes structures, vous avez aussi des facilitateurs, des ponts vers des financements qui permettraient à ces petits entrepreneurs de aussi s'autofinancer, en tout cas trouver des moyens de se financer sur des petits montants? Alors c'est entrepreneuriat tech, donc je me permets. En effet, le sujet du financement reste le point le plus discriminant aujourd'hui en France, et en particulier pour les entrepreneurs de la tech. On le voit rien que pour les femmes, il y a un plafond de verre incommensurable. Elles sont elles représentent moins d'1% des levées de fonds. 1%. Deuxième chose, c'est pour tout type d'aspérité, que ce soit handicap, âge, couleur, origine sociale. Si vous n'avez pas fait HEC ou quoi que ce soit, la levée de fonds est encore plus discriminante. C'est l'enfer, franchement. Et pourtant, je côtoie plein de fonds maintenant, donc je vais leur bouger le cul un petit peu sur le sujet. Non, franchement, il faut leur dire, c'est-à-dire il faut des grilles de lecture différentes, très clairement. Donc moi, je commence. Je suis le jeune arrivé. Je vais peut-être me brûler les ailes à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie. Un bon entrepreneur, c'est quoi? De la détermination, du courage, de l'abnégation, une bonne idée, quelqu'un qui est prêt à pivoter, qui est à l'écoute des autres, et c'est pas qu'un diplôme. Encore une fois, c'est quelque chose de rassurant peut-être pour l'investisseur, mais il y a plein de gens qui aujourd'hui n'ont pas accès au financement pour ces raisons-là, parce qu'ils viennent du mauvais territoire, ils ont en consonance étrangère. C'est informel, mais c'est chiant. Il y a plein de choses, des solutions, parlons-en. Le fonds Sens qui vient d'être lancé et qui représente 2 millions d'euros, on l'a annoncé ce matin avec Awad Ramé de Time to Start. Il y a des fonds aussi côté French Tech, côté financeurs publics, par la BPI. Donc c'est ce qu'on appelle le French Tech Tremplin. Je vous invite à regarder. C'est la saison 2. C'est sur des critères sociaux essentiellement. Donc bénéficiaires du RSA, personnes étrangères. Non, c'est pas étrangères, mais comment on dit, réfugiés. Etc. Il y a plein de critères sociaux. Et enfin, le troisième, après, c'est ce qu'on appelle la love money. Quand on ne vient pas de famille, on va dire, riche, il y a aussi toute la partie... moi, j'invite les talents qu'on accompagne aujourd'hui, on en accompagne plein sur le territoire, à lancer aussi ce qu'on appelle des cagnottes participatives, tout ce qui est Ulule, etc. Bon, c'est un fonds d'amorçage, mais au final, qui permet aussi d'avoir ses premiers leviers. Mais en effet, il y a un vrai vide sur ce sujet-là, et il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent à une hauteur nationale, je pense. Voilà. Mais on peut en reparler juste après. Une autre question ? Non, il n'y a plus de questions. De toute façon, je n'ai pas vu de main levée. Chers amis, merci de votre écoute. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et on peut applaudir nos 3 participants aujourd'hui. Merci à tous.